l'organisation de ce panel et l'invitation. Puis, c'est ça. Donc, j'ai du stock, alors je vais essayer d'aller assez vite pour avoir le temps de donner un portrait, de passer à travers tout ça. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Après, je pourrais revenir sur des points plus spécifiques. Donc, ma présentation s'appelle Regard de résidents immigrants de Villers-Marcotte-Saint-Paul sur leur quartier. En fait, c'est la synthèse de résultats d'un projet de recherche qui est basé sur la prise de photographie par des personnes immigrantes de leur quartier. Tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, je vais vous passer très, très brièvement le contexte de la recherche. En fait, c'est un petit volet dans un plus gros projet de recherche qui a été mené dans le cadre du partenariat Immigration et résilience en milieu urbain, qui est un réseau de production et de diffusion de connaissances multidisciplinaires Québec-Ontario. Et le projet de recherche initial, en fait, dont est parti ensuite ce volet plus spécifique, c'était de documenter et d'accompagner le déploiement de l'initiative Vivons nos quartiers, dont parlait tout à l'heure Sylvie, donc, qui est une initiative de la TCRI et de Centraide qui vise à établir des quartiers plus accueillants et plus inclusifs pour les personnes immigrantes et réfugiées. Donc, dans notre projet de recherche, au fur et à mesure, donc, comme c'était un projet de 5 ans, nous, on les a suivis depuis le début, puis au fur et à mesure, on a développé des sous-objectifs adjacents, disons. Et parmi ceux-là, c'était d'observer et d'accompagner des comités locaux de rapprochement interculturel. Et c'est dans ce cadre qu'on a notamment documenté celui qui organise l'activité d'aujourd'hui, de Villers-Marcotte-Saint-Paul. Et un deuxième sous-objectif était d'alimenter la réflexion de ces comités par justement l'exploration de l'expérience des nouveaux arrivants dans ces quartiers pour alimenter la réflexion. Et d'ailleurs, on est vraiment heureux que les échanges ont vraiment très bien fonctionné, en particulier dans Villers-Marcotte-Saint-Paul, puisqu'ils ont repris les résultats de ce projet-ci pour créer une exposition virtuelle. Je pourrais vous donner le lien, il est à la fin de ma présentation. Donc, en fait, la démarche, ça s'appelle la méthode Photo Voice. C'est vraiment de partir de la prise de photographie par les personnes immigrantes. Et nous, dans notre cadre, c'était autour de questions, de vastes questions de recherche. C'était autour de quels espaces sont perçus comme accueillants ou moins accueillants par les nouveaux et nouvelles arrivantes de Villers-Marcotte-Saint-Paul. Et qu'est-ce que ça nous apprend au final au sujet de leur perception plus générale de l'accueil dans leur quartier. Donc, nous avons rencontré une dizaine de personnes immigrantes qui sont établies depuis moins de 10 ans à Montréal, mais en majorité depuis moins de 5 ans. Ils proviennent de pays divers, ils ont des statuts d'immigration divers, ils ont des âges variés, des occupations variées. Et chacun a pris une dizaine de photographies de leur quartier. Puis, nous en avons discuté ensuite en entrevue individuelle. Donc, les principaux résultats, en fait, c'est... Ah oui, non, mais d'abord, je voudrais préciser qu'avec la méthode Photo Voice, donc, le fait que ce soit des photographies, qu'on passe par le biais de photographies, c'est sûr que ça oriente aussi les résultats. C'est sûr qu'on a beaucoup moins de données sur, par exemple, tout ce qui pourrait être des obstacles qu'on connaît pour les nouveaux arrivants, comme la discrimination en emploi ou dans le logement, etc. C'est beaucoup plus on a vraiment des résultats sur leur quotidien, sur plutôt le côté émotionnel, symbolique, que sur les côtés discrimination, etc., qui sont très présents et très documentés ailleurs. Donc, c'est juste pour que vous gardez ça en tête, pour ne pas dire que c'est pas évacué, c'est juste un autre regard. Donc, les résultats, c'est principalement en fait que les espaces qui sont jugés accueillants par les personnes que nous avons rencontrées sont liés à leurs usages variés des espaces du quartier au quotidien. Donc, ces expériences qu'ils ont de leur quartier dépendent en fait de leurs caractéristiques, de leur expérience migratoire, de leurs différents rôles sociaux. Par exemple, d'être une jeune mère célibataire ou d'être un grand-père à la retraite ou d'être un jeune en francisation. Tout ça va avoir beaucoup d'influence sur leur manière de vivre la ville, de vivre le quartier. Et deuxième point, c'est que c'est vraiment un ensemble d'acteurs du quartier. Donc certes, des organismes communautaires, mais c'est aussi, vous allez voir, des épiceries, des lieux culturels ou de divertissement, et puis aussi les autres résidents du quartier qui, en fait, agissent à l'avant-plan de l'accueil et qui doivent donc être, mais sans nécessairement le savoir, qui doivent donc être aussi interpellés pour améliorer ou favoriser l'accueil de ces nouveaux arrivants. Donc, c'est
quand je dis que c'est des recommandations pour dépasser le rapprochement interculturel, je pense, c'est dit un peu maladroitement, mais c'est vraiment l'idée qui ressortait des entrevues, que les personnes avaient vraiment envie, justement, c'est d'avoir des espaces citoyens plus inclusifs. Et c'est vraiment plus dans l'idée d'avoir une approche proactive du bien-être social sans que ça se limite à la suppression des obstacles. Ce n'est pas seulement supprimer des obstacles pour faciliter leur inclusion, mais c'est vraiment aussi mettre en œuvre des choses pour que ce soit, qu'ils aient vraiment un bien-être social dans le quartier. Là, tu peux passer à la diapo suivante. Donc nous avons, donc comme je disais, l'expérience du quartier dépend beaucoup de leurs usages du quartier au quotidien. Et donc nous avons regroupé, en fait, nous avons 6 catégories d'usage du quartier. Je vais vous les présenter en photographie pour donc, montrer les photos qu'ont pris les participants de notre projet. Donc le premier usage, c'est de trouver des ressources et s'impliquer. Donc en fait, c'est comme 2 usages en un. C'est à la fois trouver de l'aide. Donc, c'est surtout dans les organismes communautaires, mais pas uniquement. C'est aussi les écoles, le CLSC, des lieux de culte qui ont permis aux participants de trouver, de combler des besoins plus ou moins urgents qu'ils avaient en arrivant. Et pour d'autres, en fait, c'était aussi d'aller dans ces endroits en tant que bénévole pour s'impliquer. Donc, c'était plutôt des lieux aussi de socialisation pour s'épanouir aussi personnellement à travers le bénévolat. Et dans chacun de ces lieux, en fait, c'est l'accueil offert par les personnes, le premier contact avec ces ressources qui est vraiment, qui a été déterminant en fait dans le choix pour ces personnes de les classer dans les lieux accueillants ou non accueillants en fait. C'était une première mauvaise expérience, en fait, un premier mauvais contact va très rapidement conduire à éviter ce lieu, alors qu'au contraire, un contact chaleureux au début va solidifier aussi rapidement le lien d'appartenance avec ce lieu. Et aussi, plusieurs participants regrettaient souvent le manque d'informations par rapport à ces différents lieux, à ces différentes ressources pour trouver de l'aide ou pour s'impliquer. Un deuxième usage, c'est le déambuler dans le quartier. C'est les dimensions plus esthétiques et symboliques. Donc ça, c'est beaucoup ressorti et c'est sûr que la photographie favorise aussi cette mise en avant de ces dimensions-là. Mais c'est aussi le quartier de Villemar-Côte-Saint-Paul qui valorise ça, puisque beaucoup ont trouvé que c'était un beau quartier, qu'il y avait une ambiance générale tranquille qui invite justement à se balader dans le quartier, et des éléments architecturaux, comme par exemple l'église Paradoxe, qui rend fiers les personnes qui habitent là. Et donc vraiment, ils étaient... ça contribue aussi justement à ce sentiment d'inclusion parce qu'on est fier de son quartier, on a envie d'y appartenir. Et donc, c'est par cet attachement émotionnel que ça favorise l'envie et la sensation de faire partie de la collectivité. Alors, par opposition, je vous ai épargné les photographies de déchets ou autres, mais justement, à l'inverse, des endroits qui vont être moins bien entretenus, moins agréables, vont au contraire participer parfois même jusqu'à un sentiment de sécurité plus précaire. Par exemple, une ruelle où il va y avoir beaucoup de déchets, qui va être mal éclairée, on va éviter ces lieux, puis on va se sentir moins à l'aise. La diapo suivante. Merci. Donc, un autre usage, c'est celui de profiter des espaces verts et de la nature. Encore une fois, je pense que c'est très caractéristique aussi de Villemar-Côte-Saint-Paul. Et on a eu beaucoup de photos justement de parcs, des cours d'eau, le canal, les écluses, qui font vraiment partie des activités quotidiennes des personnes que nous avons rencontrées, qui permettent justement de profiter, surtout pour les familles. C'était vraiment, ça ressortait beaucoup. C'était tous ces espaces verts qui contribuent au sentiment de bien-être et aux distractions des participants. Et puis aussi, souvent, c'est présenté comme, en comparaison avec d'autres quartiers de la ville de Montréal, qui sont peut-être moins verts, moins agréables. Donc, c'était toujours
c'était un point positif de Villemar-Côte-Saint-Paul, c'était ces espaces verts. Donc, faire ses courses tout en se familiarisant avec son nouveau chez-soi. Euh, Bah, comme tout le monde, les personnes rencontrées font leurs courses. Et dans le quartier, donc, ça va être des épiceries, des grandes surfaces, des épiceries plus petites, les pharmacies, etc. Donc, c'est tous ces lieux que l'on pourrait qualifier de pratiques. Donc, on a eu beaucoup de photos d'épiceries, mais après, en entrevue, en discutant avec les personnes, en fait, c'était que ces lieux-là dépassaient parfois leur fonction première de ravitaillement fonctionnel, disons, pour devenir des endroits où on apprend la langue, surtout pour les personnes qui étaient arrivées le plus récemment que nous avons rencontrées. C'était des lieux donc où on apprend la langue, où on apprend la culture locale à travers toutes les interactions avec les employés, avec les autres clients. Et puis, donc ces lieux peuvent devenir même des espaces de sociabilité. Et donc là, à ce moment-là, pour les personnes, c'était vraiment des lieux qui étaient parmi les préférés dans le quartier. C'était vraiment les espaces les plus appréciés dans le quartier. Parce que, par exemple, la boucherie Monk, pour la participante rencontrée, c'était le lieu où elle a pu parler pour la première fois sa langue natale depuis qu'elle était arrivée au Québec. Et donc, ça a créé vraiment un attachement symbolique et fort pour elle. Et donc, c'est devenu un lieu un peu symbolique dans le quartier. Pareil pour éventuellement l'épicerie chinoise, on retrouve les produits de son pays. Pour une participante française, c'était la pâtisserie avec le temps. On retrouvait également des produits de son pays. Donc, c'est tous ces lieux qui prennent un sens second, puisqu'ils permettent à la fois d'avoir un attachement symbolique et donc qui contribue au fait de se familiariser aussi avec son nouveau chez-soi. Se divertir et socialiser. Donc ça, c'est la sociabilité, ça traverse toutes les dimensions. Si vous retenez si vous le remarquez dans ce que je dis, on en parle souvent, mais en même temps, c'est toujours un peu en creux. En fait, dans les entrevues que nous avons faites, souvent les gens trouvaient qu'il manquait de lieux pour vraiment rencontrer des gens et créer des liens forts, pas uniquement simplement pour avoir des contacts de surface, mais vraiment pour créer des liens plus forts, vraiment rencontrer des gens. Et comme ces lieux donc, de socialisation sont rares, les participants que nous avons rencontrés ont souvent dû user de stratégies pour susciter des rencontres dans des lieux plus ordinaires. Donc, il y avait par exemple les épiceries, comme je disais, les parcs, et puis des lieux culturels, des divertissements, donc les bibliothèques, etc. Donc, on va profiter par exemple d'activités sportives dans un parc pour rencontrer d'autres familles. On va profiter d'activités culturelles, par exemple, à la bibliothèque, etc., pour rencontrer des gens. Donc, toutes ces activités, toute l'animation de ces activités dans ces espaces en fait, contribue à l'appréciation de ces espaces-là, de ces lieux-là, grâce aux activités qui sont organisées et puis souvent gratuitement, puis aussi en fonction un peu justement des rôles qu'ont les gens, soit pour les familles, soit pour les jeunes, etc. Être mobile dans la ville. Donc, les transports en commun ou tout ce qui ça a été, on a eu plusieurs photos. C'est justement la proximité pour eux. En fait, par le transport en commun et la proximité du transport en commun rend tout le reste de la ville aussi proche. Et c'était quelque chose qui était souvent mentionné par les participants. Plusieurs participants fréquentent des espaces qui sont à l'extérieur du quartier, selon leurs besoins ou selon leur goût pour des activités spécifiques, ou parce qu'ils ne trouvent pas l'aide dont ils ont besoin dans le quartier, ou parce qu'ils ne la connaissent pas aussi. C'était parfois, ils allaient dans d'autres organismes, alors que nous savons qu'ils auraient pu trouver ces organismes dans Villemar-Côte-Saint-Paul. Donc vraiment, pour les personnes que nous avons rencontrées aussi, finalement, les frontières du quartier vécu vont au-delà des frontières administratives de Villemar-Côte-Saint-Paul. Ça s'étend plus loin grâce au transport en commun. Donc, pour conclure,
Les recommandations qui ont émergé de ce projet, on les a réparties en 4 axes. Donc, le premier c'est de favoriser justement tout ce tissu social, créer des liens forts entre les personnes, souvent justement autour de leurs caractéristiques personnelles, enfin, pas de caractéristiques personnelles, mais de leur goût, de leurs rôles sociaux, donc soit entre parents, soit autour justement de lieux physiques à améliorer, par exemple, d'améliorer la propreté d'une ruelle, etc., qui sont des éléments, des points communs entre les gens qui vont favoriser des liens plus forts que seulement des contacts plus superficiels. Ensuite, d'offrir un accueil chaleureux et informé. Donc, ça rejoint un peu ce que faisait Vivons nos quartiers aussi, qui est de donner des formations pour justement que les personnes, que les acteurs du quartier soient vraiment plus à l'aise ou familiers avec justement des approches interculturelles, etc. Mais ce n'est pas uniquement les organismes communautaires. On pense que justement, ça devrait être aussi dans d'autres lieux du quartier qui sont des lieux très utilisés par les nouveaux arrivants. Assurer la circulation des informations, comme ce qui rejoint finalement le point 2, et notamment par toute la concertation qui existe dans le quartier et qui pourrait justement continuer à assurer la circulation de ces informations-là. Et enfin, de favoriser un sentiment de bien-être aussi dans les espaces extérieurs, puisqu'on a vu que c'était très important aussi pour les personnes qui arrivaient dans le quartier. Et c'est aussi comme ça qu'ils vivent le quartier. Et la dernière diapo, je pense. Voilà. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps. Et je peux vous partager le lien vers l'exposition virtuelle si vous voulez revoir des photos ou en apprendre plus sur le projet. Merci beaucoup.